Je reçois Jean-Claude Chilumbayi sur ce plateau, cadre de l'UDPS, porte-parole de la commission électorale permanente du parti. C'est aussi un scientifique. Bonjour, Monsieur Chilumbayi. Vous êtes professeur de droit international et relations internationales. C'est à l'université de Kinshasa? À l'université de Kinshasa. D'accord. Vous revenez de l'est du pays. Vous avez été à Goma, à Saké, dans le Massissi. Vous avez vu de vos propres yeux ce qui se passe. Vous avez écouté le peuple, vous avez écouté les dirigeants au niveau local, vous avez écouté les dirigeants au niveau national, notamment le président de la République. Quelle meilleure recette appliquer pour pacifier l'est du pays? Oui, je crois que la recette pour la paix dans l'est du pays, il faut définir la paix dans son entendement le plus global possible, qui n'est plus seulement l'absence de guerre en tant que telle, mais aussi l'absence de quiétude, du bien-être, l'absence de structures adéquates pour la prise en charge sanitaire, par exemple, l'absence de structures de scolarisation, parce que tout ayant été dévasté par la guerre dans son entendement strict. Je crois qu'il faut commencer par comprendre cette guerre. Et je crois que des études importantes ont été menées et sérieusement menées. Et la compréhension de ce qui se passe dans l'Est a été plus ou moins fixée et réalisée. Mais ici, il faut aller vers des solutions. Lorsque vous êtes dans l'Est, d'abord, je dois sérieusement féliciter nos compatriotes de cette partie du territoire. Il faut dire, ils n'ont pas souffert seuls. Nous nous sommes battus tous. Nous avons consenti d'énormes sacrifices pour que ces provinces demeurent le Congo. Mais je crois qu'ils ont payé un peu plus en termes de sacrifices pour parvenir à réaliser ce rêve d'un Congo qui demeure uni malgré tout ce que nous avons vécu. Mais lorsque vous écoutez nos compatriotes, vous écoutez les chefs coutumiers, vous écoutez les scientifiques, les intellectuels, et parfois même les politiques ou la société civile dans l'Est, il y a deux tendances globales. Il y a des personnes qui vous disent carrément qu'il n'y a plus guerre dans l'Est, il n'y a pas guerre ici. Il n'y a pas guerre, il y a plutôt des groupes mafieux qui s'organisent, qui mettent en place des structures du genre groupes armés ou structures de protection personnelle et autres. Mais il y a une tendance qui vous dit il y a guerre, et cette guerre, cette fois-là, n'est pas une guerre dans le sens international du terme. C'est des conflits armés, parce qu'il faut faire la différence entre la notion de guerre et les notions connexes comme celle des conflits armés, qui supposent ces interventions spontanées, parfois une conflictualité latente et de faible intensité, qui survit dans des lieux pas très localisables et pas permanents, et qui n'ont pas de front pré-tracé, moins encore de déclaration préalable de guerre. Et là, il faut avouer qu'il y a une tendance qui vous dit qu'il y a guerre. Et cette guerre ou ces conflits peuvent être répartis en deux types. Vous avez le premier type de conflit, c'est celui qui est plus ou moins identitaire. Identitaire parce qu'il faut l'avouer. Jean-Claude, je ne vous interromps pas, je reviens à vous. D'accord. Jean-Claude Chilumbayi, vous avez pu observer la situation sur le terrain, vous avez écouté, regardé, vous étiez en train de nous décrire la situation telle qu'elle est sur le terrain, et dans votre compréhension des scientifiques, des politiques également. Oui. Donc, il y a des types de conflits maintenant. J'ai parlé des conflits identitaires. Ils portent sur les personnes, parce que nous sommes un pays frontalier, on a des frontières, et qu'il y a des populations irrédentées dans l'est du pays. Ça, il faut le reconnaître. L'irrédentisme porte sur plusieurs ethnies que l'on retrouve en même temps au Congo et dans des pays voisins, qui rendent la transfrontalité un peu poreuse, de sorte que le mouvement de personnes existe depuis de longues années.
et qui ont permis que l'on soupçonne la transplantation ou le déplacement massif de populations issues d'autres États qui sont venus s'installer et qui a engendré, ces déplacements qui a engendré les conflits de possession des terres. Et ces conflits de possession des terres mettent aux prises de personnes que les autochtones considèrent comme des immigrés et qui se considèrent de leur côté comme originaires, mais là ça pose le problème de possession de terres. Et que cela amène subitement à des affrontations parfois violentes et militaires, d'ailleurs il faut le dire, qui deviennent des conflits armés. C'est ça le cas précis de populations nilotiques, de populations d'origine rwandaise ou de populations tutsi, comme on peut les appeler, mais aussi de celles que nous appelons communément ou qu'on appelle désormais les Banyamulenge. Ceux qui s'estiment être propriétaires, détenteurs naturels de cette terre, jugent qu'ils sont en droit légitime de défendre leur propriété terrienne et ancestrale. Ils prennent les moyens de défense et ils se disent force d'autodéfense. Ils n'attaquent personne selon eux, ils défendent leurs terres. Sous l'étiquette Mai Mai. Mai Mai et plusieurs autres étiquettes. Ceux qui sont ou qui se considèrent comme propriétaires aussi, mais qui sont considérés comme envahisseurs, justifient leur comportement par le fait de survie, parce qu'ils estiment qu'on veut les annihiler, les faire disparaître. Et ça donne lieu au premier type de conflits que nous avons actuellement dans l'Est, qui sont des conflits résiduels et un peu éclatés, c'est pas localisé au même endroit. Mais le deuxième type de conflit sur lequel je crois qu'il faut insister, nous avons entendu des personnes, même originaires, dire en quelque sorte qu'il y a dans l'Est une guerre business. La guerre business, c'est cette guerre qui consiste pour certains affairistes, hommes d'affaires, parfois même les hommes politiques, à utiliser la terreur et les moyens armés pour semer la terreur et s'accaparer des carrés miniers, des espaces économiques et même aussi fonciers. Ça existe. Alors, ça pose réellement le problème de complicité. La complicité de nous-mêmes Congolais, la complicité des autochtones parfois, des habitants de l'Est, des originaires des provinces de l'Est, mais aussi la complicité des fonctionnaires de l'État. Lorsque je dis les fonctionnaires de l'État, il y a la contrebande dans la région de l'Est qui s'est systématisée. En fait, on ne comprend pas comment les armes neuves, les armes opérationnelles, les armes lourdes parfois, tombent entre les mains de ces délinquants-là, de ces bandes armées. C'est finalement des armes soit de FARDC, soit des armes que parfois on a retrouvées dans la numérotation des dispositifs de la MONUSCO ou des armées régulières, mais qui finissent par se retrouver entre les mains de ces semeurs de troubles. Donc, curieusement, il y aurait même le commerce des tenues militaires des forces armées dans les milieux de ces délinquants. Voilà. Et ça viendrait, semble-t-il, des pays voisins. Pas forcément, mais aussi. Je ne doute pas de ce que ça vient de pays voisins, mais ça vient facilement des pays voisins lorsque il y a cette complicité résolue de services publics qui ont la charge, par exemple, de la protection des frontières. Donc, vous avez la DGM. Disons carrément des délinquants sous l'étiquette des services publics. Oui, la DGM, vous avez l'armée, vous avez l'ANER, vous avez l'administration publique, les administrateurs des territoires et autres. Parce que lorsque vous voyez la frontière qui nous conjugue au plan terrestre avec le Rwanda, elle est contrôlable. Elle est contrôlable. Mais même sur les eaux. La région de l'Est donne cet avantage que elle nous fournit une longue frontière naturelle.
les lacs qui sont facilement contrôlables, parce que nous avons l'armée maritime, la force navale. Donc, les espaces faciles à franchir sont exigus et facilement contrôlables. De sorte que cette porosité endémique ne peut être que le fait de complicité. Alors, ça c'est plus ou moins la compréhension et des témoignages que nous avons eus de personnes qui habitent Goma. Guerre de business, vous avez dit guerre de business, ouais. Ou business de guerre. Guerre identitaire. Vous avez dit il y a la guerre identitaire, ouais. Et également la contrebande. La contrebande. C'est-à-dire la complicité, le trafic d'armes qui s'est installé là-bas. Et tout cela, ça reboute bien, se conjugue parfaitement avec une sorte de prospérité économique. Alors, qui vous fait croire, lorsque vous regardez la ville de Goma, dès l'intérieur, vous n'avez aucune idée qu'il sévit des conflits armés aux alentours. C'est une ville qui vit, qui fonctionne. Les marchés sont curieusement inondés de produits agricoles qui démontrent à peu près qu'il y a une certaine activité dans cette région-là, malgré la guerre. Alors, comment ça continuerait de fonctionner dans une ville apparemment encerclée par des groupes armés, par des bandits qui sèment la terreur, mais les gens continuent de cultiver. Les gens continuent d'exploiter les minéraux, les gens continuent de faire le commerce, apparemment dans une condition d'autosécurisation visible parce qu'ils se déplacent toujours. C'est là qu'on finit par dénicher les traces de ces complicités manifestes des politiciens, des opérateurs économiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les solutions à cette guerre, moi j'insiste, elles ne peuvent pas être exclusivement militaires. Et j'imagine même qu'elles ne sont que moyennement ou minimalement militaires. Les solutions sont à trouver dans la compréhension de dynamiques belliqueuses qui se sont construites pendant de très longues années dans cette région, parce que c'est chaque jour qu'un groupe armé naissait avec un objectif parfois non clairement défini. Alors, il n'y avait aucun effort de les défaire ou de les dissuader à abandonner, à revenir à la vie normale. Et pendant 20 ans, c'est devenu une vie pour certains jeunes dont le chemin de l'école avait été fermé et toute possibilité. Mais l'école, souvent chez nous ici, est considérée comme le principal facteur d'ascension sociale. Et lorsqu'il est fermé, les jeunes ont perdu espoir, ils ont plus le goût de l'argent facile. Et ça se cristallise dans les comportements des gens et ça redresse la personne qui devient d'une nature violente. Alors, il faut y aller. Vous dites que la solution n'est pas essentiellement militaire. Vous dites qu'elle peut elle peut être autrement ou elle peut être autre. Vous parlez de chaque groupe ethnique ou chaque tribu par moment qui se voit représenté par la création ou à travers la création d'un groupe armé pour faire face à ces problèmes. Mais sur place, on a vu les groupes armés, par exemple du Sud Kivu, les groupes avec lesquels le ministre Mutombo, les ministres délégués, avaient pris langue, qui sont venus dire au président, nous on est prêts à déposer les armes, ils sont prêts. Abandonner la route, ils sont prêts. La brousse. Ils sont prêts. S'il n'y a pas d'accompagnement, le président parle des 50 millions de dollars pour le suivi, l'encadrement à travers la DDR, s'il n'y a pas ces moyens, est-ce qu'ils ne vont plus rentrer dans la brousse? C'est ça le point. Mais il faut que je note quelque chose. Lorsque moi j'écoute les gens qui connaissent la réalité de ce terrain-là, le Sud Kivu, bien qu'ayant de groupes armés les plus actifs visiblement, il semble être le coin le plus facile à pacifier parce que les problèmes que moi je décèle dans le Sud Kivu sont compréhensibles. Et il y a lieu d'identifier les auteurs de l'activité militaire et paramilitaire dans le Sud Kivu. Il y a lieu d'identifier les auteurs, de les approcher, de discuter avec eux. Parce que dans la plupart des cas,
ce qui justifie, selon ceux qui ont pris les armes, dans la plupart des cas, ce qui justifie leur décision d'avoir des moyens de défense, c'est l'obsession à sécuriser leurs terres ancestrales. De deux, c'est l'absence prolongée de l'autorité de l'État dans de nombreux coins du Sud Kivu, qui faisait que, comme l'État n'est plus là, que chaque famille s'organise pour se protéger. Alors là, j'ai trouvé parfois, j'ai vu que ça fait rire certaines personnes, la solution que l'honorable Bitakwir a proposée ici, par exemple, lorsqu'il dit, bon, comme Minembwe a besoin d'une administration publique, il faut qu'on y installe une base militaire. Ça peut rassurer tout le monde. Moi je crois que c'est des idées qu'il faut mûrir, parce que les gens ont le goût de la paix, les gens ont soif de la paix dans cette région, et l'absence de cette paix, de manière prolongée, les a forcés, dans certaines circonstances, à s'autodéfendre. Ce n'est qu'un aspect. À se prendre en charge. Ce n'est qu'un aspect, mais pas de mauvais moyens. Voilà. Alors, c'est là que je dis, lorsque, comme le chef de l'État l'a souligné d'ailleurs dans le camp qu'il a visité à Saké, le camp de mobilisés, ici, il s'agit de reconstruire l'espoir, de restaurer l'espoir dans cette jeunesse qui ne connaît plus que ça comme activité pour gagner de l'argent. Parce que c'est ces groupes armés qui construisent des belles maisons de Goma, c'est ces groupes armés qui font la prospérité de tous ces grands centres qu'on voit désormais pilés dans l'est du pays, qui ont un visage moderne ou parfois même ultra-moderne, mais dont l'argent de provenance n'est pas suffisamment justifié. C'est là que nous disons, comme le chef lui-même l'a décidé, d'abord il a promis fermement de s'installer à Goma dans quelques semaines, voilà, pour suivre de plus près ce qui s'est fait. Parce que l'argent que l'État débourse, il faut dire Fabien que la guerre, ça consomme énormément d'argent. Lorsque nous sommes engagés dans une guerre, c'est chaque jour ici que des kilomètres de route partent en fumée dans les balles qui sont tirées et dans les gaspillages de munitions comme ça, parce que nous sommes engagés dans une guerre. On aurait dû acheter des bitumes pour améliorer notre système. Une guerre asymétrique. Voilà. Et c'est là que le chef trouve que la chaîne est très longue. La chaîne, elle est tellement longue de la décision qui est prise à Kinshasa, dans des bureaux climatisés ici, à son exécution, d'un bureau climatisé à l'autre, jusqu'à ce que ça parte de Kinshasa. Il y a des plumes qui vers restent. le terrain d'exécution. En tout cas, les plumes restent. Et les plumes restent, les constructions stratégiques, en termes de complicité, que tout le monde semble dénoncer aujourd'hui, semblent, par ce phénomène-là, être protégées, parce que plus ou moins les complices de ce désordre qui est dans l'Est ont le temps de s'organiser par rapport à la lenteur de l'opérationnalité de la décision administrative. Et y rendre inefficaces les décisions prises à Kinshasa. Voilà, donc un réseau de mafieux qui se retrouvent dans cette guerre. Voilà, le chef a décidé d'enfiler sa tenue du commandant suprême des forces armées et d'être le commandeur en chef des opérations dont le quartier général s'installe à Goma dans quelques semaines. Comme ça, chaque soir, il a l'information du terrain. Lorsqu'on vient lui dire, il y a eu ceci, il y a eu ceci. Mais il a été demandé au général Mbala, général d'armée, d'installer le quartier général de l'armée de l'autre côté. L'Est devait avoir le quartier général des FARDC. Le commandant en chef s'installe lui-même là-bas. Ça lui permet aussi, parce que ce qui est bon dans cette guerre de l'Est, c'est la compréhension. C'est la compréhension, parce que les gens de groupes armés, c'est des gens qui viennent vous dire eux-mêmes que nous sommes fatigués de la vie de la brousse. Nous avons besoin d'être sécurisés si nous abandonnons cette vie. Parce que ceux qui ont travaillé avec nous ne vont pas nous laisser tranquilles. Ce qui implique qu'il y a sous la terre des hommes qui commandent ce qui se fait là-bas en brousse,
Et c'est comme ça que ces jeunes vous disent, est-ce que vous rassurez que nous serons en paix? Est-ce que nous vivrons en paix? Est-ce que nous serons sécurisés? Ça, c'est l'élément que le chef va devoir rencontrer, parce que lorsqu'il va, il a d'ores et déjà promis qu'il va rassurer. Il les a rassurés. Il leur a dit que vous ne serez pas arrêtés, vous ne serez pas tracassés, mais non plus, vous n'allez pas mériter des grades dans l'armée parce que vous avez fait la guerre et vous avez tué. Oui. Parce qu'il ne faut plus que les crimes, les primes plutôt à la criminalité endémique comme celle-là continuent à être données par l'État. Donc tu entres en bourse, tu tues, tu sors, on te nomme ministre, tu tues, tu sors, tu deviens général. Ça, le chef leur a dit que ça ne se fera plus. C'est un autre phénomène qui a motivé les jeunes à emprunter ce cycle court. Voilà. Au lieu d'aller faire des formations régulières dans l'armée et d'être des combattants disciplinaires, gravir les comme on les gratifiait après avoir fait autant de morts. Ils reviennent ici, ils sont bombardés au grade de major, de colonel et même de général. Et ça les motivait à le faire pour que lorsqu'ils viennent, ils sautent directement, ils sont dessus des autres. Et ça, il est clairement dit, c'est fini, ça va cesser. Il y a la couche des chefs coutumiers qui ont rencontré le chef, qui lui ont parlé à cœur ouvert. Et les autres, nous les avons aussi rencontrés, qui ont expliqué le problème dans toutes ses dimensions et qui croient fermement qu'il n'y a plus guerre dans l'Est. Il suffit que la décision de Kinshasa soit une décision ferme, surveillée et contrôlée, et que des sanctions sévères frappent tout celui qui s'obstinerait à demeurer dans cette aventurisme, dans ce banditisme. Ça va cesser. On termine justement cette interview. Professeur Tshilumbayi, certains économistes ont proposé l'application du plan Marshall dans l'Est du pays. Faire plus les affaires, injecter des capitaux pour que ces jeunes puissent oublier la voie des brousses et des armes contre leurs frères, leur pays. Je n'ai pas suivi des plaintes économiques dans l'Est. En tout cas, je n'ai pas suivi des plaintes économiques. Mais l'emploi? Je n'ai pas suivi des plaintes d'ordre économique dans l'Est. Les gens vous disent, s'il y a la paix ici, dans 5 ans, venez voir ce que nous serons. Ça signifie que l'Est a une population très dynamique, une population travailleur. Ça implique concrètement qu'ils n'ont pas besoin que l'argent vienne de Kinshasa, il faut leur donner la paix. Voilà. Mais la question identitaire, ça pour finir peut-être par là, c'est le cas de dossiers comme Minembwe, où ça c'est un problème de vie ou de mort pour les populations qui s'affrontent. Vous avez d'un côté les Banyamulenge qui estiment qu'ils ont droit à la terre, ils doivent avoir une terre, mais avoir une terre sur celle des autres ou sur celle dont les autres se réclament. Et la commission composée des scientifiques pourra-t-elle vraiment trouver les vrais remèdes? Oui, la commission de scientifiques, j'insiste. Non originaires. Le chef a précisé la commission des scientifiques non originaires. Mais j'ai entendu dans l'Est les gens qui disent même pas Katangé. Ça signifie pas des personnes parlant swahili. Plus ou moins. Voilà un peu. Ils insistent. Ils disent nous voulons voir les Bakongo ici, les Baluba, nous voulons voir les Bangala ici. Dans cette Mais la langue, c'est un élément d'intégration important. La langue, c'est un élément d'intégration important. Bien sûr. Vous ne parlez pas les Kiswahili, comment vous allez comprendre les vrais problèmes? Ils ont besoin de gens qui viennent étudier cette situation tout en étant en dehors de la chose. Parce qu'il ne faut pas placer les gens dans une réalité de type mystère, où eux-mêmes constituent le problème. Bitakwir vous a dit ici, lorsqu'il vous a dit, nous sommes le problème. Moi qui vous parle, je suis aussi le problème. Bien que je suis partisan de la paix. Il vous l'a dit ici. Il l'a dit à voix ouverte. Nous sommes le problème. Ça signifie que on peut considérer que tout citoyen originaire de l'Est du pays actuellement est un problème, soit pacifiquement, soit activement. Et donc, il faut éviter d'amener quelqu'un qui se verra obligé de résoudre son propre problème. En ce qui concerne la question Minembwe, je crois que le chef a pris la décision qui valait la peine. Si j'ai bien suivi son français, il n'a pas suspendu l'installation du bourgmestre. Il a dit qu'il annule
tout ce qui a été fait jusqu'ici. Jusqu'ici, j'entends par là dire, depuis 2013, on vit comme si le processus de création d'une commune à Minembwe n'avait pas commencé. Encore que lorsque vous lisez la loi, l'article 46 de la loi sur les entités décentralisées, vous verrez qu'on vous dit clairement dans son dernier alinéa qu'on ne peut jamais ériger une commune là où se trouve un chef de secteur ou d'une chefferie. Mais c'est clair, Minembwe est chef-lieu d'une chefferie ou des chefferies. On ne peut pas l'ériger en commune. Donc, je parie que ce débat non seulement est arrêté, est annulé dans son état actuel totalement, partant de 2013, mais aussi qu'il ne reviendra plus parce que il y a une clause qui empêche que l'on discute du statut de commune lorsqu'il s'agit de Minembwe, qui est chef-lieu d'une chefferie. Alors, on viendra approfondir l'affaire Minembwe, anticiper un peu le travail des scientifiques avec un regard sur le mini-sommet qui a eu lieu sur initiative du chef de l'État à Goma en visioconférence. Dans votre qualité de professeur de droit international, on en parlera de manière laborieuse. Pour ce matin, je vous dis merci d'être venu. Merci beaucoup. Je signale que professeur Lumbayi enseigne le droit international et les relations internationales à l'université de Kinshasa. Il est cadre de l'UDPS, il revenait des Goma où il a été dans la délégation qui a séjourné. Comment? Je suis aussi député. Voilà, vous député ignorez le provincial, mais qui a séché donc les plénières dans le Kasaï. Bon, on pourra en parler. Vous êtes l'élu du peuple au niveau du Kasaï. Alors, très bonne journée. Merci beaucoup. Très bonne journée, merci d'avoir suivi. De nous avoir suivis, on vous laisse entre les bonnes mains de Mike Tomba, Jocelyn Tomba et Apollinaire. Oui, merci à Glody qui nous a accompagnés depuis le matin, à exaucer toute la rédaction. Voilà, l'espace 50. Au revoir.